Dans ce niveau, vous faites la rencontre d'une personne plutôt vieille qui a établi un campement et semble être ici depuis déjà pas mal de temps. Vous vous approchez pour discuter et après de longues minutes passionnantes de blabla, elle commence à vous raconter son histoire. Elle raconte qu'il y a plusieurs dizaines d'années de ça, elle errait dans les backrooms dans le but de trouver une sortie. Elle a parcouru des dizaines et des dizaines d'étages sans jamais parvenir à atteindre cet objectif. Elle est alors revenue s'installer au niveau 1, la zone habitable, dans le but de finir ses jours paisiblement. Elle ramena avec elle tout un tas d'informations sur plein d'étages des backrooms. Elle faisait partie à l'époque d'un groupe qui avait pour but de cartographier ce monde. C'est alors qu'elle vous proposa de vous raconter ce qu'elle sait et ce qu'elle a vu sur les étages les plus dangereux et terrifiants des backrooms. Niveau 9, la banlieue sombre. C'est un vaste réseau sinueux de routes pavées et de maisons résidentielles, ressemblant à un quartier de banlieue moderne. Les sources naturelles de lumière dans le niveau sont rares, car en dehors de son manque permanent de lumière du jour, qui peut constituer un obstacle pour les vagabonds, les lumières émanantes de sa pléthore de structures ont rarement tendance à fonctionner. En plus de ces entraves à la visibilité, un épais brouillard d'encre recouvre le niveau, enveloppant ces rues de ténèbres et gênant le champ de vision au-delà d'une distance d'environ 10 mètres. Associé aux vents violents et aux tempêtes qui envahissent occasionnellement tout le niveau, sa température moyenne fluctue généralement autour des 10 degrés, ce qui fait du climat général de ce niveau un obstacle important pour ceux qui errent dans ces rues. Les déplacements sont d'autant plus difficiles que l'infrastructure du niveau est en mauvais état. Les rues et les trottoirs sont souvent dégradés et cassés en petits morceaux, laissant apparaître le sol stérile sous lequel pousse souvent de la mousse et des mauvaises herbes. Certaines zones du niveau 9 peuvent être dépourvues de trottoirs ou de voies piétonnes, la seule option étant de marcher dans un sol gorgé de boue. Bien que des vestiges de voitures soient présents par intermittence dans les rues abandonnées, ils sont toujours dans un état de délabrement avancé, étant en panne, détériorés et rouillés par l'âge, en raison du piteux état général des bâtiments du niveau, en particulier ceux apparemment destinés à la transmission de données et d'énergie. Aucune connexion internet stable n'est présente nulle part dans le niveau 9, ce qui empêche toute possibilité de communication sur de plus longues distances. Cependant, des antennes relais ont été observées sur le toit de certains bâtiments, ce qui pourrait permettre d'établir des contacts interpersonnels via des appareils fonctionnant sans connexion, tels que des radios ou des émetteurs-récepteurs à courte portée. Les entités présentes dans le niveau 9 évitent généralement les endroits les plus éclairés, probablement pour se protéger. C'est pourquoi elles restent généralement dans les zones les plus délabrées où la lumière est moins présente, attendant le passage d'une proie. Les structures les plus communes au sein du niveau 9 sont évidemment les nombreuses maisons résidentielles qui bordent ces rues, dans différents états de délabrement. Certaines ont affiché une architecture datant du XVIIe siècle, tandis que d'autres présentent un style si confus qu'il est impossible
possible de trouver entre autres de l'eau d'amande et des trousses de premiers secours incomplètes dans les petits marchés, ainsi que des armes de corps à corps dans les entrepôts. Votre nouvel ami avait trouvé une note dans ce niveau. Il vous la lit. Dès que je me souviens de mon voyage ici, j'ai marché sans interruption, le dos contre l'obscurité, entraînant mes sens dans un enfer suburin onirique. Le contraste entre son crépuscule épouvantable à perte de vue et la coalescence tordue de ces bâtiments artificiels, moulés d'une manière qu'aucune explication plausible ne peut être donnée, n'entraîne rien de moins qu'un état constant de mal-être confus. Pendant que j'étais dans la grotte, j'ai surtout ressenti de la peur. J'ai peur de l'obscurité depuis que j'ai appris à me connaître, probablement pour me protéger de ce qui est inconnu, même si certains peuvent le juger comme quelque chose d'irrationnel et d'inutile dans le commun. C'est la devise qui m'a permis de survivre jusqu'à présent et de pouvoir documenter mon voyage. Les araignées étaient initialement une nuisance, mais j'ai pu garder une distance raisonnable. Ce quartier, cependant, me submerge de pensées agitées. Être dans un endroit si familier avec la vie normale, mais si vide de vie relatable, me met mal à l'aise. L'air raréfié et l'angoisse sont coincés dans ma poitrine depuis que j'ai été transporté ici, aggravé par les pensées inconscientes des temps qui ne reviendront probablement jamais. La fête est finie, la lumière est éteinte, les gens sont partis, la nuit est froide. Et après, quelle est la prochaine? Une question à laquelle je ne sais pas répondre. Au cours de mon parcours, j'ai passé mes journées évanouies et anémiques, sans endroit approprié pour me reposer, noyé dans mon propre chagrin. Je suis actuellement coincé entre l'exploration de tous les recoins que je croise, ce qui me rapproche un peu plus de l'épuisement et de l'oubli dans la froide artificialité de ces rues, ou l'effort de précision ou de lâcheté, comme certains pourraient dire. Puisqu'on ne peut pas partir si facilement du quartier, aussi atroce que cela puisse être, mais entre la douleur et la mort, je préfère la douleur. Niveau 150. Le jardin. Le niveau 150 est un jardin qui ressemble à ceux de la réalité. Le jardin est infini, ou du moins nous n'avons pas encore trouvé la fin. Le cycle jour-nuit se passe normalement dans ce niveau. En revanche, il n'y a qu'une seule saison, le printemps. Ce niveau ne possède aucune construction humaine, vu que tout essai de construction ont mystérieusement échoué. Mais il y a beaucoup de ressources, que ce soit de l'eau d'amande ou de la nourriture, mais sinon aucun objet humain ou mécanique ont été trouvés. Ce niveau est sûr, à condition que vous respectez le jardin, car sinon, l'entité du niveau arrivera. Cette entité est le nain géant. Le nain géant deviendra votre contre que si vous faites du mal au jardin. Il n'y a aucune photo de cette entité qui a été prise, mais un vagabond du nom de Simone a réussi à faire une description fidèle de l'entité. C'était immense. Il semble être fait de la même matière que les nains classiques et porte des vêtements similaires aussi, sauf pour le chapeau, qui est un trou béant. Une fois face à lui, il constate les dégâts que vous aurez faits au jardin, mais vous laissera une chance de réparer vos erreurs. En revanche, si vous refusez de réparer les dégâts que vous avez faits, il vous attaquera et vous attrapera pour vous mettre dans son trou béant au niveau de son chapeau. Et nul ne sait ce qu'il y a dedans. Mais il existe aussi une seconde entité qui rôde aléatoirement dans ce niveau. Vous avez très peu de chances de tomber sur elle, mais si jamais ça vous arrive, vos chances de survie sont extrêmement faibles. Il s'agit du cliqueur.
isolé, prenant la forme d'un immense manoir. Il possède un nombre apparemment infini de pièces et d'étages, s'étendant sans fin dans toutes les directions. Toutes les pièces sont inspirées des maisons suburbaines américaines des années 1940 et sont fabriquées à partir de matériaux factices tels que du papier peint et de la colle. On pense que la maison des cadavres serait basée sur une collection de dioramas représentant des foyers américains du milieu du XXe siècle. En raison de cette construction artificielle, les équipements présents dans la maison des cadavres, baignoires, éviers, toilettes, réfrigérateurs, douches, fours et cuisinières, sont purement décoratifs et donc totalement non fonctionnels. Toute nourriture ou eau d'amande présente dans ce niveau est fabriquée ou peinte et est donc totalement immangeable. Les voyageurs qui se retrouvent piégés dans la maison des cadavres risquent fortement de mourir de faim ou de déshydratation en quelques jours s'ils ne disposent pas de provisions préparées à l'avance ou s'ils ne parviennent pas à quitter le niveau à temps. Aucune base, avant-poste ou communauté n'existe dans ce niveau, en dehors de l'entité nommée le bricoleur et de quelques malheureux voyageurs occasionnels. Aucun signe de vie n'y est observable. Des fenêtres sont présentes dans de nombreuses pièces, mais elles donnent uniquement sur d'autres salles adjacentes. Aucun ciel n'est visible, et il est impossible de savoir si ce niveau possède un cycle jour-nuit. La température de ce niveau est plutôt froide, aux alentours de 15 degrés Celsius. Elle ne semble jamais varier, bien qu'aucun climatiseur ou chauffage fonctionnel ne soit présent. Cependant, pour une raison inconnue, une légère brise peut parfois être ressentie sous certaines portes fermées. Lorsqu'un voyageur sent cette brise, il y a de fortes chances que la pièce derrière la porte contienne l'une des caractéristiques principales de ce niveau et la raison de son nom, un cadavre. Dans la maison des cadavres, bien qu'il semble y avoir une absence d'entité, plusieurs corps apparaissent de manière intermittente dans différentes positions à travers les nombreuses pièces. Ces corps semblent eux aussi artificiels, bien qu'ils ressemblent fortement à des cadavres humains. Ils sont en plastique et supposés être des poupées grandeur nature. Chaque poupée repose dans un état de conservation parfait, similaire à celui d'un humain récemment décédé. Toutes ont été modifiées pour représenter différentes causes de mort. Certaines sont mutilées ou gravement blessées. Du sang peint est fréquemment visible sur leur surface, ainsi que dans leur environnement, suggérant des actes violents. L'âge apparent des poupées varie. Certaines représentent des personnes âgées, tandis que d'autres ressemblent à des jeunes enfants. Chacune peut être considérée comme morte d'une manière ou d'une autre. Très souvent, la cause du décès d'une poupée est unique. Il est extrêmement rare de trouver plusieurs poupées mortes de la même façon. Il n'existe actuellement qu'une seule entité vivante résidant dans la maison des cadavres, connue sous le nom de le bricoleur. En fait, à ce jour, on ne sait pas s'il s'agit d'une entité ou d'un être humain. Il porte une chemise à carreaux ainsi qu'un bonnet rouge. Son âge apparent est inconnu, bien qu'il semble adulte. Toutes les tentatives de communication ou de contact avec lui ont échoué. La seule photo existante de lui a été prise à son insu. Le bricoleur peut être aperçu aléatoirement dans des pièces contenant des poupées cadavres. Il est extrêmement rare de le rencontrer et lorsqu'il est vu, il sait immédiatement ce qu'il est en train de faire avant de quitter la pièce sans jamais reconnaître la présence du voyageur. Bien que les motivations profondes des bricoleurs demeurent inconnues, certains comportements récurrents ont été observés. Le bricoleur parcourt la maison des cadavres à la recherche de poupées cadavres. Lorsqu'il en trouve une, il se met près du corps et commence à l'examiner, réalisant une sorte d'autopsie improvisée. Il transporte toujours avec lui un carnet et un stylo qu'il utilise pour prendre des notes concernant la cause supposée du décès, ainsi que des informations sur la poupée lorsqu'elle était vivante, comme son nom, sa date de naissance ou même sa ville natale. Le bricoleur peut également écrire ce qu'il pense être le motif de la mort de la poupée, concluant généralement à un accident ou à un homicide.
moins susceptibles d'avoir des spasmes. De nombreux tueurs ont laissé leurs armes sur les lieux. Peut-être que laisser l'arme fait partie du processus nécessaire pour tuer un humain. Entre parenthèses, à approfondir. Signé le bricoleur. Niveau 999. Le niveau 999 est une île tropicale flottante située au cœur d'un espace vide et parsemé d'étoiles. Le paysage est entièrement recouvert d'une aura qui fait perdre leur couleur à tous les objets présents dans le niveau, les laissant apparaître en nuances de gris. Cet effet, qui au demeurant se dissipe dès lors que l'on quitte le niveau, aurait sur le long terme pour conséquent de blanchir les objets et les individus installés dans le niveau 999. De fait, le sable, la terre, les arbres, l'eau et les matériaux artificiels faisant partie intégrante du niveau ne reprennent pas la couleur qu'ils devraient avoir lorsqu'ils en sont retirés. La topographie de l'île correspond vaguement à celle d'une région tropicale et exotique, semblable à ce que l'on peut s'attendre à voir dans des zones humides et luxuriantes des Caraïbes et des îles Fidji. Néanmoins, la chaleur étouffante de ces climats est absente du niveau, l'île étant soumise à des températures plutôt froides, mais non glaciales, de l'ordre de 13 à 16 degrés Celsius. Le bord des plages est recouvert d'une couche de sable fin, gris, cendré, qui se déverse dans le vide une fois le périmètre de l'île dépassé. Les grains de sable sont parfois suivis de rochers qui restent piégés dans le vide de la même manière que l'île, flottant en apesanteur dans un silence immuable, hors de la portée de qui que ce soit. De temps à autre, la chute de sable est interrompue par la présence de palmiers gris et de rochers au teint plus foncé qui dépassent du sol. Ces rochers sont des composantes mineures de la partie inférieure du niveau 999. Une grande pyramide irrégulière constituée de rochers gris, dont les contours ressemblent à ceux d'une montagne accidentée et rocailleuse, mise à l'envers. Par conséquent, il est impossible de déplacer des rochers de la plage du niveau, puisqu'ils ne sont qu'une petite partie de l'autre côté du niveau, cachée et de plus grande envergure. Si l'on s'aventure au-delà des palmiers épars, des côtes grisâtres et des rochers flottants, on pénètre dans la principale zone forestière du niveau 999, connue pour sa densité notoire. Malgré leur nombre impressionnant, les arbres ne sont jamais très difficiles à contourner ou à éviter grâce au relief presque entièrement plat de la zone. En effet, le niveau est incroyablement plat, sans collines abruptes, ni creux qui puissent être qualifiés de vallées. De ce fait, l'inégalité du niveau peut être vue à partir de n'importe quel endroit, si tant est que l'on est à une altitude suffisamment élevée. À la jonction entre les plages de sable et les forêts situées au cœur de l'île, le sol passe d'une fine couche de sable à une terre brute et ferme. Le sol reste figé, même sous les vents les plus violents, et n'est, pour la plupart du temps, pas perturbé par les mouvements des créatures. Aucune herbe ne semble pousser sur cette terre brute, en raison de son manque de nutriments apparents. Les conditions de vie qui en résultent sont difficiles et pénibles, et seuls les arbres les plus anciens parviennent à se faire une place dans la forêt. Malgré le son incessant d'un vent éthéré, les arbres ne bougent pas et ne se balancent pas,
boutiques sont vides, les stores sont fermés et les meubles se font rares. En somme, c'est dans cet état qu'ils resteront à jamais. Même en vous rapprochant de l'épicentre de l'île, en gravissant ses roches, longeant sa côte, parcourant son sol accidenté, côtoyant ses arbres, et même en passant à travers ses habitations isolées, le niveau 999 reste toujours aussi figé. Vous n'êtes pas si différent du paysage qui vous entoure. Vous êtes aussi statique que le sol sous vos pieds, les arbres devant vous et les étoiles au-dessus de votre tête. Si vous avez suivi les numéros étape par étape, vos yeux ont sûrement fini par se poser sur l'île, au gré de ces aventures, à côtoyer les plus grands, les dieux, les infortunés et les tragédies. C'est dans ces lieux dont l'essence ne peut être appréciée uniquement de ceux qui ont tout vu que le voyage prend fin. Il n'y a rien de nouveau à apprendre, rien à emporter, rien de valeur, il n'y a rien que l'île. Lorsque le cours des choses change ailleurs, lorsque des niveaux antérieurs à celui-ci se forment et disparaissent, et que des vies se succèdent dans l'espace d'un clin d'œil, lorsque les souvenirs arrivent, restent et finissent par s'estomper, le niveau 999 reste tel qu'il a toujours été, tandis que les vies passent et que les expériences meurent, aucune feuille ou pierre ne rompt son immuabilité. Même lorsque l'univers touchera à sa fin, le niveau 999 restera tel qu'il a toujours été, sans qu'aucune de ces pierres n'ait changé de place. Il est l'ultime constante. Niveau 73. Les Redlands. La seule chose que l'on connaît de ce niveau est su grâce à une note qui a été trouvée dans un autre niveau différent de celui-ci. On peut lire sur la note: l'entrée suivante est publiée ici pour votre sécurité. Ouvrez les guillemets. Ne partez pas à la recherche du niveau 73. Ne venez pas essayer de nous sauver. Nous nous en chargerons nous-mêmes. Le texte que nous vous écrivons a été rédigé depuis l'intérieur du château d'argent. Nous avons fait de notre mieux pour décrire le niveau 73 aussi précisément que possible. Nous sommes en sécurité ici. Nous sommes aimés ici. Un jour, nous nous retrouverons de l'autre côté, et lorsque cela arrivera, nous l'emmènerons avec nous. Signé les enfants de Coran. Fermez les guillemets. Le niveau 73 est ainsi nommé les Redlands, ou terre rouge en français, en raison du sol teinté de pourpre qui recouvre l'intégralité de la zone connue du niveau. Le niveau 73 est un endroit extrêmement difficile à survivre, en raison de la quantité catastrophique d'entités qui y apparaissent. Mis à part le château d'argent, situé au point le plus élevé de l'île, aucun autre endroit n'est exempt d'entités hostiles. La densité d'entités sur ce niveau est estimée à une entité tous les 3,3 mètres carrés. Les entités rencontrées dans ce niveau incluent des fenêtres, des smilers, des desmotes, etc., etc. Non seulement ces entités sont extrêmement agressives, mais elles se regroupent également en horde afin d'attaquer le premier humain qu'elles s'aperçoivent, le poursuivant sans relâche jusqu'à sa mort. Le seul moyen pour un humain de survivre dans ce niveau est de se réfugier dans le château d'argent, sous la protection de Coran. Le niveau est plongé dans une obscurité presque permanente. Il n'existe aucun cycle jour-nuit. À la place, une pleine lune éclaire continuellement le sol noir et rougeâtre, sans jamais changer de position. La lune est souvent cachée par d'épaisses nuées noires étouffantes, plongeant le niveau entier dans l'obscurité totale. Peu importe à quel point il fait sombre, n'utilisez surtout pas de source de lumière artificielle. Vous ne voulez pas voir ce qui se trouve dehors avant d'avoir atteint les portes du château d'argent. Lorsque vous arrivez dans le niveau 73, vous vous retrouverez presque toujours à portée de vue du château d'argent. Il est impératif de courir immédiatement vers ce château. Mais surtout, ne regardez pas autour de vous, ne vous arrêtez pas et ne ralentissez pas. Si vous atteignez les portes sans être immédiatement déchiqueté par une horde d'entités, frappez aussi fort que vous le pouvez
serez en sécurité. Le château d'argent est le seul bâtiment connu du niveau 73. On ignore qui l'a construit. Il s'agit d'une immense bâtisse de style gothique, entièrement meublée et éclairée. Autour du château se dressent de hauts murs de pierre fin, avec une unique porte ouverte face à l'entrée principale. Depuis cette porte, un chemin pavé mène jusqu'au château. Suivez la sensation dure sous vos pieds pour trouver l'entrée. L'extérieur du château d'argent, ainsi que sa porte, semble impénétrable et invulnérable à toute influence extérieure, y compris aux Dwellers tentant de passer à travers. Le château doit son nom au bannière suspendu à ses murs, représentant un cœur argenté orné de cornes de bélier sur un fond noir. Il a récemment été découvert qu'un faible signal Wi-Fi existait dans le château d'argent. Ainsi, même si personne n'a encore réussi à quitter ce niveau, cette note peut être rédigée depuis l'intérieur du niveau 73. L'intérieur du château est parfaitement entretenu et luxueusement décoré. Il comprend un grand hall, une salle à manger, 6 chambres d'amis contenant chacune 2 grands lits, ainsi qu'une chambre principale occupée par Coran. Le château possède 3 étages ainsi qu'un grenier donnant sur un balcon situé au sommet du bâtiment. Coran a déclaré le grenier interdit d'accès. Il y a 2 chambres d'amis par étage, une de chaque côté du bâtiment. La chambre principale se trouve au 3e étage. Une immense cheminée dans la salle à manger chauffe le reste du château. La chair de certaines entités, comme des hounds, sert de combustible au feu. Des verres d'eau potable ainsi que des portions de nourriture apparaissent régulièrement sur la grande table en acajou pour chaque humain présent dans le château et semblent être infinis. Le château possède également 2 salles de bain contenant d'immenses barils se remplissant indéfiniment d'eau chaude utilisée pour se laver et laver les vêtements. De nombreux tableaux représentant des lieux, des front rooms sont accrochés au mur, mais aucun ne permet de quitter le niveau 73. Derrière chaque fenêtre du château d'argent se trouvent des rideaux de velours rouge, et les fenêtres elles-mêmes sont entièrement barricadées avec des planches de bois. Coran affirme que cela permet de repousser les manifestations des entités. Il ordonne aussi à tous les habitants du château de ne surtout pas regarder dehors. Toute personne survivant à son arrivée dans le niveau 73 et atteignant le château d'argent est considérée comme un membre des enfants de Coran. Nous sommes exactement 37 enfants à l'heure actuelle, et il n'y a personne d'autre que nous ici. Le niveau 73 habite une entité unique, n'existant nulle part ailleurs. Cette entité se présente comme un homme se faisant appeler Coran. Son comportement est particulier. Il agit avec une extrême violence envers les autres entités, mais jamais envers les humains. Il réside dans le château d'argent, avec tous les survivants humains de ce niveau, qu'il appelle ses enfants. Coran est extrêmement attentif aux besoins humains. Il veille à ce que tous ses enfants soient nourris et bien traités. La plupart du temps, il passe son temps à l'extérieur du château à massacrer les hordes d'entités qui l'attaquent continuellement. Coran est de loin l'entité la plus puissante de ce niveau. Son apparence est celle d'un homme d'âge mûr, extrêmement musclé et mesurant environ 2,36 m. Il possède des cheveux noirs plaqués en arrière, ainsi que 2 excroissances en forme de cornes sortant du sommet de son crâne. À la place de bras humains normaux, il possède d'immenses chaînes dorées reliant ses épaules à ses mains, lesquelles prennent la forme d'énormes gantelets noirs hérissés de points.
traversant son visage, lui ayant arraché les yeux de leurs orbites désormais visibles. Il est totalement aveugle. Selon ses propres dires, il aurait reçu cette blessure lors d'un combat contre une autre entité unique du niveau, le Grand Hound, qu'il aurait finalement tué. Il porte en permanence ses deux yeux arrachés autour du cou comme un pendentif, en signe de défi, selon ses dires. N'ayez pas peur de Courant. Il est la seule raison pour laquelle nous sommes encore vivants. Sa mission est de purifier ce monde de toute la souillure qui pourrait nuire à nous, ses enfants. Il cherche à exterminer toutes les entités présentes sur ce niveau, afin que nous puissions vivre librement dans un monde dépourvu de danger. Et si cela s'avère impossible, alors son objectif est de trouver une sortie hors de cet enfer dans lequel nous sommes piégés. Niveau 666. Le niveau 666 a été découvert le 16/06/2016 lorsqu'un voyageur a pris une photo d'un panneau étrange dans les backrooms avant de rapidement disparaître, vraisemblablement mort. Le niveau 666 peut être décrit avec justesse, à ce que son panneau d'entrée l'appelle unanimement l'enfer. Quelle que soit la personne qui y entre, l'expérience est décrite comme pénible, et beaucoup ont disparu dans ses confins. Toute version spécifique du niveau est appelée une manifestation, bien que le niveau 666 soit décrit comme une difficulté de survie indéterminée. Cela n'est dû qu'à l'ampleur de la variation que le niveau offre à quiconque y entre. En réalité, ce niveau présente généralement une difficulté de survie de 4 ou 5, 5 étant la difficulté maximale et la dangerosité maximale. Pour ceux qui y mettent les billes, ce niveau ne peut pas être décrit au sens traditionnel du terme, car chaque voyageur qui entre dans ses limites vit une expérience différente. Pour cette raison, deux personnes ne peuvent pas exister dans la même manifestation et ne peuvent pas passer dans la manifestation d'un autre individu. Une constante universelle existe entre toutes ces manifestations, à savoir la présence d'une signalisation indiquant « Bienvenue en enfer » dans la langue que le voyageur maîtrise le mieux. Il s'agit le plus souvent d'enseignes au néon, de graffiti ou de tapis de bienvenue, dont le style s'adapte à l'environnement. Quel que soit le niveau de lumière ou les capacités sensorielles du voyageur, cette signalisation est visible pour lui. Si le voyageur est analphabète, la signalisation sera toujours prononcée dans sa langue la plus courante. Les voyageurs qui ne connaissent aucune langue, écrite ou parlée, reçoivent à la place un signe visuel indiquant qu'ils sont entrés dans le niveau. Toutes les manifestations du niveau 666 jouent et exploitent systématiquement les peurs, les vulnérabilités et les insécurités d'un voyageur. Que l'individu soit conscient ou non de ses peurs n'a aucune incidence sur la façon dont la manifestation est créée. Les combinaisons de peurs humaines
dans ce niveau, avec ses moments les plus calmes fluctuant autour de 0 décibel. Cependant, les ordinateurs à proximité ainsi que le faible éclairage fluorescent de la bibliothèque perturbent ce silence. De plus, la géométrie est vaguement définie dans le bâtiment, se tordant et se déformant de telle manière que toutes les méthodes de navigation deviennent infructueuses, isolées de toute vie. Les voyageurs qui parcourent la bibliothèque deviennent généralement très désorientés. Une exposition à long terme, à la fin, entraîne généralement des hallucinations auditives et visuelles. Cependant, il ne s'agit ici que de la façade d'une coquille vide, dans laquelle son existence dénuée de sens n'est qu'un seuil spatial, un espace intermédiaire entre les niveaux. Une note fut trouvée parlant de ce niveau-là. Elle dit, ouvrez les guillemets, le 5 novembre, j'ai vécu un phénomène exclusif aux profondeurs silencieuses de la fin. Ce n'est que maintenant, 3 mois plus tard, que je souhaite documenter cette expérience. Ce que je peux dire, c'est que ce fut vraiment un moment hallucinant. Au cours de mes voyages, l'environnement commença à se déformer. Je pouvais sentir l'air se tordre et se contorsionner dans toutes les positions possibles. Les lumières clignotaient selon des motifs indiscernables, tandis que le sol tremblait violemment avec la fureur d'un dieu enchaîné. Peu à peu, je fus transporté dans un royaume entièrement différent. Il n'y avait rien d'autre qu'une immensité enneigée autour de moi, où les arbres étaient nus. Une couche de givre intacte s'étendait dans toutes les directions, dans laquelle sa blancheur parfaite jetait la désolation sur la terre dans sa terreur informe. Je me trouvais au milieu de ce qui ne pouvait être décrit que comme étant à la fois nulle part et quelque part. Décrire mes émotions était impossible. Ce que je ressens ne peut être que ressenti. Pour le dire simplement, c'était un état d'esprit où l'on était à la fois éveillé et en train de rêver. C'était une nostalgie étrangère qui surgissait subtilement comme une fleur qui s'épanouit sous un ciel nocturne pur. Et dire que cette scène n'a duré que quelques secondes. Elle a duré plus vite qu'elle n'est venue, se fondant peu à peu dans la bibliothèque trop familière du silence. Et c'était comme si cette vision n'était jamais venue. Tout ce qui restait était un silence insupportable. Au cours des semaines suivantes de mes voyages, j'ai commencé à ressentir cette distorsion plus souvent. Parfois elle se déformait en une scène familière, comme l'infinitaire du hall. D'autres fois, elle se déformait en un lien complètement inconnu de toutes les bases de données. Cela pourrait-il signifier que si End a, quelque sorte, un lien avec les backrooms dans leur ensemble? C'est après ce dernier récit